Bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matin d'information. La montée en puissance des médias en ligne à côté des médias traditionnels, ceci renforce la liberté et l'indépendance des journalistes. Mais seulement, quelle est la situation de ces médias au Congo? Quel est le cadre juridique qui régit ce secteur? Et surtout, la place de l'éthique et de la déontologie professionnelle, véritable guide dans l'exercice du métier du journaliste. Nous en parlons ce matin avec nos trois invités. Elwin Gomo, manager de la plateforme Boost. Bonjour Elwin, bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Dr Godefroy Yombi, enseignant au département des sciences et techniques de la communication de l'université Maringouabi et membre du Conseil supérieur de la liberté de communication. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sarah et merci pour l'invitation. Voilà. Juste à côté d'Elwin Gomo, Paul Gioko Asandé, journaliste web et membre du collectif des médias en ligne du Congo. Bonjour Sarah. Bonjour à vous trois et merci d'avoir répondu à notre invitation. L'ouverture des États généraux de l'éducation le 13 septembre dernier sous l'égide du Premier ministre. L'objectif de ces assises, faire l'autopsie du système éducatif congolais, un système qui est malade, qui souffre de plusieurs maux, notamment la qualité de la formation, la surcharge des salles de classe. Suivez ce reportage. L'appel à une éducation de qualité formulé en mélodie par cet élève de CM1 devant les acteurs de la communauté éducative a été l'un des points forts du lancement officiel des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Ainsi, le Congo s'engage à améliorer son système éducatif. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, accorde une place de choix à l'avenir de la jeunesse. À travers une éducation et une formation de qualité, les États généraux sont une ambition partagée, dont les résultats attendus sont à la portée d'une volonté d'action collective aujourd'hui et demain. L'action de ces États généraux de l'éducation nationale va commencer par des consultations départementales prévues à partir du 12 octobre jusqu'en début décembre 2022. Des recommandations pour garantir un enseignement de qualité seront recueillies avant la tenue des assises nationales sur la réforme de ce secteur qui a besoin d'être assaini. Les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche ne sont pas une messe supplémentaire où l'on viendra refaire le procès de l'école congolaise. Les multiples réflexions menées dans notre pays nous ont déjà permis de déceler les faiblesses de notre système éducatif. L'objectif poursuivi par cette approche holistique est de profiter de l'intelligence collective ici rassemblée et de l'expertise nationale et internationale convoquée pour envisager des approches idoines et novatrices à la résolution des problèmes et défis déjà identifiés. Le gouvernement congolais peut compter sur l'appui technique et financier des agences du système des Nations Unies, notamment l'UNESCO et l'UNICEF, qui, par le biais de leurs représentantes, ont réaffirmé la volonté d'accompagner le pays pour relever les défis liés aux objectifs du développement durable. Alors, Elwin, nous avons suivi ce reportage. Les assises, les États généraux de l'éducation sont les bienvenus pour peindre en tout cas les maux dont souffre notre système éducatif. Oui, les bienvenus, sûrement. Et je pense que je vais ici apprécier le mea culpa du Premier ministre qui a reconnu avec ses mots que le système éducatif congolais du préscolaire à l'université souffre de nombreux maux, ce qui nous réjouit en tant qu'acteurs qui œuvrent justement pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Congo. Ça nous réjouit dans la mesure où on se rassure que des problèmes que nous décrions au quotidien sont connus par nos gouvernants. Maintenant, lorsque le Premier ministre dit que les problèmes sont connus, et ça m'amène en fait à m'interroger aussi sur la pertinence en fait des États généraux de l'éducation. Pour vous, il fallait passer directement à l'acte puisque effectivement les problèmes sont connus. Et si les problèmes sont connus, pourquoi on va s'attarder justement à épiloguer sur des questions qui sont déjà connues? On devrait normalement passer directement à apporter des solutions sur des problèmes qui ont été déjà identifiés à la base.
Voilà. Alors, Godefroy Yombi, parmi les problèmes du système éducatif congolais, la qualité de la formation, la surcharge des salles de classe. D'ailleurs, dans le discours du Premier ministre, il a reconnu les maux dont souffre ce système éducatif. Oui, merci Sarah. Encore une fois, merci de m'inviter à ce plateau. Je pense qu'il faut d'abord rendre un hommage au gouvernement et en particulier à Monsieur le Premier ministre pour avoir organisé ces assises, ces états généraux de l'éducation, la formation et la recherche. Il faut dire que ces états généraux sont importants parce que le gouvernement a compris que le développement d'un pays passe par la qualité des élites. Voyez-vous, des pays comme le Japon, des pays de l'Amérique, de l'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, ce sont des pays qui ne sont pas particulièrement dotés de ressources minérales importantes. Le Japon, aujourd'hui, qui est la première puissance technologique mondiale, si le Japon atteint ce niveau, c'est grâce à la qualité de la formation, parce qu'ils ont énormément investi dans la formation et l'éducation. Et pour un pays comme le Congo, qui aspire à atteindre l'émergence en 2025 et qui se modernise, les ressources les ressources minières ou autres ne suffisent pas. Il faut des ressources humaines de bonne qualité. Maintenant, ce que je peux moi demander. Il faut signaler quand même que ces états généraux se tiennent à quelques mois de la rentrée de classe, à quelques semaines pratiquement de la rentrée des classes. Oui, mais c'est pas, je pense que c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est la qualité des recommandations qui seront prises à l'issue de ces états généraux, et surtout il faudrait que ces états généraux arrivent à déceler les faiblesses et les dysfonctionnements du système éducatif au Congo, et ensuite d'appliquer un peu les recommandations qui seront prises à l'issue de ces états généraux. Voilà. Paul J. Oko-Asandé, un mot sur le reportage, hein. Vos co-débatteurs vous ont précédé, ils ont dit un mot. Voilà. Ben, merci déjà Sarah pour cette invitation. Moi, je dirais que ces états généraux, vraiment, ce sont les bienvenus pour moi, parce que je dirais que c'était le moment, parce que dire qu'il fallait passer aux assises, je serais un peu contre, parce que vous savez, aujourd'hui, il faut d'abord débattre. Il faut proposer des mesures à long terme, que à chaque fois, on va plus revenir là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, le système éducatif congolais souffre de beaucoup de maux. Je prends l'exemple aujourd'hui. Des mots d'ailleurs qui sont connus. Qui sont connus, de certes. Pas de tout le monde. Quand on va en profondeur, je prendrai un exemple sur les écoles inclusives, où il y a une école inclusive par le biais de Vox TV. J'ai suivi vos reportages. Il y a une école inclusive qui assemble les voyants et les non-voyants. Là, ce n'est pas connu dans tout le Congo. D'où il faudrait, par exemple, avec des cas comme cela, il faut toucher du doigt, comprendre leur doléance. Le système éducatif a évolué. Ce ne sont pas que les enfants qui aujourd'hui on taxe de l'exode rural, les enfants qui viennent du village pour les villes et venus étudier. Non, il y a les enfants qui sont sur place et même à l'intérieur du pays qui sont même malvoyants. D'où à chaque fois il faudrait prendre en compte dans les dimensions un peu profondes le système éducatif congolais. Voilà, on va faire un dernier tour de table justement sur ce sujet. Le système, il y a aussi le problème d'infrastructure des écoles et puis décentraliser l'enseignement supérieur, parce que dans le discours du Premier ministre, il a parlé du préscolaire au supérieur, décentraliser l'enseignement supérieur, peut-être aller vers une réforme de ce système éducatif, l'adapter au mieux aux besoins du marché de l'emploi aujourd'hui. Oui, mais au besoin du marché de l'emploi, excusez-moi de prendre la parole comme cela, Sarah, mais il faudrait dire aussi que le système éducatif devait être devait avoir accès sur le numérique aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui le système éducatif caduque. Comment se fait d'abord, parlant des ressources humaines comme Monsieur Yombi, j'ai dit comment se fait aujourd'hui, comment on gère l'administration. C'est archaïque, le système a évolué. Aujourd'hui, les inscriptions se font directement. Vous avez justement un acteur
Le digital, il va prendre la parole tout à l'heure pour nous éclairer. Le système, aujourd'hui, voilà les inscriptions. Vous avez parlé que ces états généraux se tiennent à 2 pas de la rentrée scolaire, mais nous comprenons que les étudiants, les nouveaux bacheliers, les brevetés, ceux qui ont eu leur BPC, ont du mal à avoir même à leur élever des notes. Pourquoi? Parce que le système est toujours archaïque. Et il faudrait aujourd'hui penser au numérique. Si aujourd'hui un étudiant, un nouveau bachelier a satisfait son examen, vous connaissez bien qu'aujourd'hui, le gouvernement, chapeau à eux, ils ont mis en place Digidec. Mais pourquoi encore compliquer les choses d'aller directement à l'établissement via ce Digidec? Montrer carrément que oui, je suis admis, au lieu d'aller faire encore la queue à la DEC pour attendre les paperasses. Le temps passe, il y a des visites pendant des heures, et on revient, on ne fait absolument rien. Alors tout devait être numérisé dans ce système éducatif. Moi, je trouvais que c'est tenir compte. Oui, c'est l'un de pouvoir prendre en compte la digitalisation du système numérique, du système éducatif au Congo. Voilà. Et lui? Sur la digitalisation? Je sais pas, mais je pense que c'est un problème parmi tant d'autres. Si il faut évoquer le numérique, effectivement, on ne peut pas parler de l'éducation ou encore des réformes sur le système éducatif congolais et en mettant de côté le volet numérique. C'est pratiquement impossible. Et moi, j'ai toujours pensé que s'il faut régler des sujets sur des questions numériques, il faudrait commencer en fait par des écoles qui forment des enseignants, qui forment des professeurs. Parce que, vous voyez, la plupart de nos écoles, par exemple, où on forme des enseignants, le numérique n'est pas intégré. Si vous voyez à l'ENES, le numérique n'est pas intégré. Vous allez, là où on forme les enseignants de l'école primaire, le numérique n'est pas intégré. Donc, du coup, si les enseignants ne sont pas formés, mais eux, à leur tour, ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont. Donc, je ne vois pas comment est-ce que les élèves vont faire des miracles si déjà des personnes qui sont censées les former n'ont pas, eux, déjà été formés à la base pour venir rendre ce qu'ils ont appris. Donc, ça commence par la formation des enseignants, la formation des encadreurs, la formation des formateurs, et eux, à leur tour, ils vont venir déverser. Mais, comme j'ai dit, ce n'est qu'un mot... un problème parmi tant d'autres. D'accord. On va prendre votre dernière réaction sur ce sujet. Non. Oui. J'ai suivi mes deux, on va dire mes deux débatteurs, et ils ont parlé des faiblesses justement du système éducatif, la non prise en compte de la dimension numérique dans le système éducatif, et l'autre a parlé de la surcharge, la pléthorique des effectifs, l'absence des infrastructures. Mais je pense que si ces états généraux ont été organisés, j'ai suivi tout à l'heure le discours du Premier ministre, il a dit ces états généraux ont pour objectif principal de justement déceler les faiblesses du système éducatif congolais. Et donc parmi ces faiblesses, il y a la prise en compte justement du numérique aujourd'hui, du digital dans le système, dans les contenus éducatifs congolais. Il y a aussi ce problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc ce sont des paramètres, à mon avis, qui doivent être pris en compte par ces états généraux. Voilà, en tout cas. Juste peut-être pour ajouter un petit mot, ce qui nous manque souvent, c'est les chiffres. C'est-à-dire que je ne doute pas de la qualité justement des recommandations qui peuvent sortir de ces états généraux, mais très souvent en fait on pêche au niveau des chiffres. Si par exemple nous avons l'absence des infrastructures, combien des écoles par exemple il faudrait par exemple construire pour améliorer la qualité des infrastructures au Congo? Il nous faut combien de temps pour pouvoir les construire? Si, par exemple, on a besoin de 20 écoles pour améliorer la qualité des infrastructures, et on nous disait, par exemple, bon, en 4 ans, nous allons construire 5 écoles, je sais pas, 5 écoles par année, là, on sait que voilà le problème qui a été identifié, et voilà la manière dont on pense résoudre. Mais lorsqu'on n'a pas des chiffres, lorsqu'on ne sait pas comment est-ce que les statistiques oui, comment est-ce que on va justement appliquer la résolution, comment est-ce qu'on va on souhaite solutionner les problèmes qui ont été identifiés, là on va toujours continuer à tourner en rond. Donc c'est bien d'avoir des résolutions, mais après il faut qu'on nous montre de façon claire comment est-ce que l'État compte résoudre ces problèmes. Ça va pas se faire en un seul jour,
mais par palier, en combien de temps on pense qu'on va trouver des solutions aux problèmes. Pour reprendre un peu ce qu'on dit, je pense que s'il y a l'état généraux de l'éducation, après, en termes d'organisation, il y a quand même un chronogramme de mise en œuvre. Un chronogramme de mise en œuvre avec un comité de suivi, je sais pas comment ils vont l'appeler. Moi, je fais confiance au Premier ministre qui est un homme pragmatique. Je pense que il a dit que c'est dans son discours, c'est pas une messe. Ça veut dire que les résolutions qui vont sortir de là, c'est pas un procès, c'est pour le système éducatif. Tout à fait. Il aura forcément un chronogramme de mise en œuvre. Sans ça, on va naviguer à vue. Et puis voilà, il aura un chronogramme de mise en œuvre avec un suivi, des indicateurs de suivi de mise en œuvre. Voilà. En tout cas, merci à vous trois pour vos interventions sur la tenue de ces états généraux, la régulation des médias en ligne au Congo. Quelle est la situation de ces médias? Quel est le cadre juridique qui encadre ce secteur, la place de l'éthique et de la déontologie professionnelle dans l'exercice de ces médias en ligne? Alors, pour ce sujet, on va commencer avec vous, puisque vous êtes membre du Conseil supérieur de la liberté de communication. Oui. Je vais vous reposer cette question. Oui. Quelle est la situation actuelle des médias en ligne au niveau du Conseil? C'est-à-dire, quelle est la situation quel est le cadre? Le cadre juridique. Merci beaucoup. Mais il faut dire que il n'y a pas du point de vue juridique, il n'y a pas une loi spécifique qui encadre l'exercice des médias en ligne ou des réseaux sociaux. Il faut dire que le législateur, la loi qui fait donc office de loi pour encadrer donc le fonctionnement des médias sociaux, des médias en ligne, c'est la loi cadre, la loi numéro 8 sur la liberté de l'information et de la communication, notamment le titre 10 qui est consacré à Internet. Mais vous comprendrez que les médias en ligne, que ce soit du point de vue de leur fonctionnement, du point de vue des technologies, l'information et la communication qu'ils utilisent pour véhiculer leur contenu, exige certainement qu'il y ait des lois spécifiques qui tiennent compte des spécificités en termes d'écriture, en termes de technologie. Mais pour le moment, la loi qui est utilisée, sur laquelle se base le Conseil supérieur de la liberté de communication pour réguler le fonctionnement des médias en ligne, c'est la loi fondamentale, c'est la loi numéro 8 du 12 novembre 2001, avec les lois subséquentes, notamment la loi sur le pluralisme à l'audiovisuel, la loi numéro 15. Voilà ce que je pouvais dire déjà en termes de cadre juridique. Cadre juridique. Mais au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication, il y a combien de médias en ligne qui existent au Congo? Est-ce qu'il y a des médias qui sont enregistrés au niveau du Conseil supérieur? Oui, je pense qu'il y a un collectif des médias en ligne qui déjà encadre un peu l'exercice des médias en ligne. Il y a, je crois, il y a 15 médias en ligne. Tout à l'heure, monsieur qui est du collectif, va peut-être corriger. Mais à ma connaissance, au Conseil, je crois qu'il y a 15 médias en ligne qui sont reconnus, qui sont répertoriés. Maintenant, qui sont répertoriés au Conseil. Maintenant, il y a un certain nombre de procédures administratives qu'il faut respecter et suivre pour pouvoir exercer normalement au niveau des médias en ligne. Bon, je ne sais pas si tous ces médias-là, parce que je sais déjà au niveau de la loi dont je faisais allusion tout à l'heure, le titre 10 de l'Internet, l'article 172 de la loi sur la liberté de l'information et de la communication dispose que, puisque c'est la loi qu'on utilise, il y a pas une autre loi, que tout fournisseur qui met en ligne des contenus informationnels doit faire la déclaration au procureur de la République avec le nom du propriétaire du site, l'adresse, ainsi de suite. Et donc, je ne sais pas est-ce que tous ces médias en ligne sont conformes par rapport justement à ces dispositions de la loi. Mais vous êtes le régulateur, vous. Oui, mais tout à fait. Oui, nous sommes. Oui, de dire les choses de manière précise. Tout à fait. Mais je sais que le collectif a été reçu, conduit par monsieur Nganga Jean-Eudes, qui est le président du collectif. Ils ont été reçus. Ils ont été d'abord reçus par le ministre de la Communication, puis ensuite par comment vous l'appelez, par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication.
Et je pense que les 15 médias en ligne qui sont répertoriés sont des médias qui sont conformes à la loi, je crois. D'accord. Vous croyez? Oui, je crois. Je crois. Alors, Elwin Gomo, manager de la plateforme Boost, la situation des médias en ligne au Congo, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, déjà, je pense qu'il faut préciser que l'arrivée des médias en ligne fait référence en fait à une certaine révolution des médias. De la même manière que nous avons eu la presse écrite hier, un peu plus tard, nous avons eu la radio et la télé est venue après. Aujourd'hui, on doit considérer que l'arrivée de l'Internet vient révolutionner le secteur des médias. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, je pense que toutes les organisations qui sont en charge, que ça soit de la régulation ou encore qui sont justement qui traitent des questions de l'information au Congo, devraient justement avoir à l'idée que nous sommes en train de vivre une certaine mutation au niveau des médias et il faudrait justement qu'on adapte le cadre juridique par rapport à cette réalité. Ceci dit, il faudrait se dire aussi que lorsqu'on parle des médias en ligne, il n'y a pas de catégorisation à donner qu'il s'agit simplement des nouveaux médias. Non, même les médias traditionnels peuvent migrer vers le numérique. Et lorsque un média traditionnel se servir d'Internet comme support de transfert de l'information. Support justement de transmission de l'information. Et lorsque oui, effectivement. Donc, lorsque un média traditionnel migre vers le numérique, c'est-à-dire qui intègre Internet comme un nouveau outil de diffusion de l'information, ce média-là peut être considéré comme un média en ligne en même temps. Il n'est pas rare de voir qu'il y a des médias où on retrouve à la fois la radio, la télé. Hein, si on part par exemple à CRN TV, ils ont Radio Congo, ils ont Télé Congo. Donc il y a deux canaux de communication qui sont utilisés. Et si on ajoute Internet, ça va faire 3. Donc ça peut faire de la radio, ça peut faire de la télé, mais ça peut aussi être un média en ligne. Et nous avons des médias qui n'ont pas commencé par la télé, la radio ou la presse, qui ont directement commencé en ligne. Et là, on parle en termes de pure player, c'est-à-dire que ce sont des médias qui, eux, ils ont pour principal outil de diffusion de l'information Internet. Et il y a le cas de Téléka et d'autres médias. Les cas de Téléka, Boost et voilà. Et donc, nous, je pense que dans le cadre de la plateforme Boost, nous avons mené un certain nombre de démarches, justement, dans le cadre pour la reconnaissance des médias en ligne. Nous avons été reçus par le ministre Mongala, même au niveau du conseil. Parce que le conseil, à vous entendre parler, le conseil a été surpris par l'arrivée des médias en ligne, un peu surpris par l'arrivée des médias en ligne, parce qu'il n'y avait pas un cadre qui pouvait accompagner ce secteur. Bon, je ne sais pas si le conseil a été surpris, mais je pense que les usages précèdent les lois, précèdent le cadre. Donc, c'est normal justement que les gens d'abord commencent il faut faire évoluer la législation, œuvrer sur des choses, effectivement, et en fonction des comportements, en fonction des usages. Merci. Les choses finiront par évoluer. On va passer la parole à Paul J. Oko-Asandé, journaliste web, et vous représentez le collectif des médias en ligne au Congo. Ça va, je suis président fondateur du webzine First Media, mais je suis ici en tant que cofondateur du collectif des médias en ligne du Congo. Là où j'assume la fonction du secrétaire en charge des finances. Mais vous savez, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement. Quand je parle du gouvernement, je parle du ministre de la Communication, monsieur le ministre Thierry Mongala. Je coupe le chapeau au gouvernement qui nous ouvre toujours les portes pour dialoguer. Parler directement du ministère de la Communication au lieu d'engager tout le gouvernement, c'est plus précis. Le ministère du gouvernement, le ministère de la Communication engage le gouvernement. Oui. Donc voilà un peu cette. Dans le cas de l'émission, parler plus de lui. Du ministère de la Communication. Oui, exactement. Alors, tant mieux. Alors il y a aussi le président du Conseil supérieur qui nous a reçus. D'ailleurs, je coupe le chapeau au président parce que 2 membres du collectif des médias en ligne du Congo sont nommés dans la commission
qui octroient des cartes de presse aux journalistes et autres. Donc cela veut dire que oui, que ce soit le ministère de la Communication, que ce soit le Conseil supérieur de la liberté de communication ouvre les portes déjà à ceux qui œuvrent. Est-ce que votre bataille, c'est au niveau de la reconnaissance de ces médias en ligne là au Congo? Je vais vous dire nos objectifs, Sarah. Exactement, allez-y. Maintenant, parlons d'abord du cadre juridique. Il pose un problème de mise à jour actuellement, ce qu'on parle proprement dit. D'adaptation. L'adaptation actuelle, parce que la loi 2001, la fameuse loi Ibovi, parle certes de Internet, mais pas dans le cadre spécifique de la presse en ligne. D'où notre combat dans le collectif des médias en ligne du Congo, c'est apporter des éléments suffisants, soit au gouvernement, soit aux régulateurs, parce que nous sommes quand même les acteurs sur le terrain, nous connaissons un peu ce qui se passe réellement dans les bas-fonds de la profondeur, leur apporter des éléments pour qu'on travaille dans un cercle commun. Pour faire évoluer ces législations. Voilà, maintenant, aujourd'hui, nous comptons près de 28 médias en ligne, mais officiellement, le Conseil supérieur n'a reçu que la liste de 17 membres. 17 membres qu'on a déposés auprès du Conseil supérieur. Et d'ailleurs, la liste, notre registre est déposé aussi au niveau du Conseil, du ministère de la Communication. Maintenant, il faudrait savoir que aujourd'hui, les choses ont évolué. Quand on parle des médias en ligne, vous savez que si quelqu'un a sa plateforme, il est censé de balancer et quelqu'un reçoit de l'autre côté, ça fait office d'un média. C'est le canal. Mais maintenant, mais là, il s'agit des journalistes professionnels formés. Donc, parlons en termes de presse en ligne. Oui. Parlons en termes de presse en ligne. Là, c'est bien catégorisé. Nous parlons des journalistes qui œuvrent en ligne. Parce que il y a des communicateurs d'entreprise, les usines de la place qui balancent aussi leur actualité sur le net. Mais est-ce qu'ils diffusent aussi leurs informations? Qui diffusent des informations. Mais est-ce qu'ils sont pris dans le cadre de la presse proprement dite que nous parlons ici? D'où il y a ce que monsieur Elwin a parlé des e-journalistes. Les e-journalistes, ce sont ceux... Les journalistes web. Non. E-journalistes, c'est la transmutation. Ce qui était traditionnel, ils deviennent... Ils déversent l'info sur ligne. Maintenant, les web journalistes, ce sont ceux qui n'œuvrent que sur Internet. Il n'y a pas autre canal de diffusion comme tel. Il n'y a rien que l'Internet comme support. C'est un peu dans ce sens que je vais expliquer. Voilà, oui, merci beaucoup. Non, j'ai suivi avec attention ce qu'il a dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui que... Attendez que je vous relance par cette question. Oui? Si le cadre juridique aujourd'hui n'est pas clairement défini, mais comment au niveau du Conseil vous faites pour suivre ces médias? Mais justement, je vais arriver là. Oui. Je voulais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec lui que le cadre juridique doit évoluer, notamment la loi cadre, la loi fondamentale, la loi numéro 8 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication avec le titre 10 qui concerne Internet. Je suis tout à fait d'accord que cette loi, évidemment, doit évoluer, doit être revue pour intégrer donc tout ce qui est médias en ligne et réseaux sociaux. Et tout à l'heure, on a dit que le Conseil était surpris. Non, simplement en 2001, lorsque cette loi cadre est élaborée, le phénomène des réseaux sociaux était encore balbutiant au Congo. Oui. Et donc, le législateur a tenu compte de l'existant. Maintenant, il faut dire les choses, non? Parce qu'il y avait l'arrivée d'Internet dans d'autres pays, on pouvait aussi anticiper les choses. Si on peut, on peut anticiper, oui, mais lesquels existaient avant pour anticiper? Oui, mais tout à fait. Non, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, il faut dire qu'il y a une difficulté au niveau du Conseil. La régulation des médias en ligne est extrêmement difficile, tout simplement parce que moi, je distingue les médias traditionnels, qui, notamment la presse écrite, comme la Nouvelle République, le Patriote, la Semaine africaine, qui ont des éditions traditionnelles sur papier et qui ont dématérialisé vers le numérique, qui mettent leur contenu sur le numérique. Et la télévision, vous avez Vox, il y a Vox, je crois, il y a DRTV également. Et là, la régulation est très facile. Pourquoi? Parce que réguler veut dire quoi? Réguler veut dire veiller à ce que les contenus informationnels d'un média soient conformes au cadre juridique, notamment à la loi sur la liberté de l'information et de la communication. Et réguler a un aspect aussi répressif. C'est-à-dire que si le Conseil constate
suite à des procédures qui sont propres au conseil, enquête, ainsi de suite, et délibération, si le conseil constate qu'il y a tel média qui est en train de violer les principes éthiques et déontologiques, le conseil se retrouve après enquête, et le conseil peut prendre un certain nombre de décisions pour sanctionner le média. Ça peut être, si il s'agit d'un journal, ça peut être la suspension de la publication. S'il s'agit de la radio, la télé, on ferme la radio. Mais évidemment, il y a aussi des comment on appelle comment on peut dire ça, on peut avertir, des avertissements qui sont également infligés. Alors, lorsque ces genres de médias dont je faisais allusion, DRTV, Vox TV, Nouvelle République, Le Patriote, les Dépêches, sont connus, c'est très facile de réguler. Parce qu'on sait où sont basés ces médias, on connaît l'adresse, on connaît les propriétaires, et le travail de la régulation est d'autant plus facile qu'on peut travailler. Maintenant, les médias en ligne, la difficulté c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des médias en ligne qui sont le fait des individus qui utilisent souvent des faux noms, des fausses adresses, ou même des pseudonymes, et qui éditent des contenus comme ça et qui se disent médias en ligne. Mais en ce moment-là, comment on peut réguler un tel média? Si c'est des médias qui sont reconnus, 17, il a parlé de 17 médias qui sont reconnus au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous, on connaît les responsables de ces médias en ligne. On sait où se trouvent ces médias en ligne. Effectivement, le travail du Conseil n'en est plus que facilité. Maintenant, si c'est des médias dont on ne connaît pas le nom des propriétaires, souvent c'est des noms fantaisistes qu'ils prennent, c'est des adresses qui sont pas connues. En ce moment-là, la régulation devient extrêmement difficile. Voilà. Ouais. Sarah, veuillez m'excuser, c'est pour rebondir un peu sur ce que M. Yumbi vient de parler. Il s'agit en fait de l'identité numérique. D'où nous sommes un peu, certes, on nous taxe un peu de tout, un cercle vicieux, non. Il manque une identité numérique à la plupart des organes de presse numérique en ligne au Congo. Par exemple, il y a ceux qui s'aventurent que sur Facebook, YouTube, Twitter. Mais la plateforme n'appartient pas à ce monsieur. Je voulais vous poser une question. S'il vous plaît, monsieur. Oui, avant que ça m'échappe. J'avais suivi monsieur Edwin tout à l'heure, mais n'est pas média en ligne qui veut. Simplement. C'est dans ce sens-là. N'est pas média en ligne. C'est pas parce que on s'enferme dans sa chambre, on a dit des contenus, on balance sur Internet, on dit média en ligne. Non. Pour être média en ligne, il y a un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est quoi? Le premier critère, il faut que le contenu informationnel qui est balancé soit un contenu informationnel qui est lié à l'actualité. Deuxième critère, ce contenu qui est balancé soit un contenu dont l'écriture répond au principe de l'écriture journalistique. Troisième critère, il faudrait que le contenu également qui est proposé au public soit un contenu d'intérêt général. Voilà les critères. Et donc, si ces critères-là ne sont pas remplis, pour nous, c'est pas un média en ligne. À ces critères. Mais il y a aussi, c'est vrai que sur Internet, on peut pas contrôler ceux qui publient sur Internet. Sur Internet, il y a des particuliers qui publient. Mais vous, le travail du conseil, c'est les professionnels de l'information. De l'information, oui. Qui publient. Tout à fait. Actuellement, nous avons développé nos plateformes et les algorithmes pour contrôler ce qui se passe en ligne au Congo, mais pour les adhérents de notre collectif. Oui. Si vous, à ces critères que monsieur Yumbi parlait, nous, au niveau du collectif, on a ajouté les critères. Vous étiez en train de parler de l'identité numérique. Oui, c'est ça. On a ajouté les critères de l'identité numérique. C'est quoi l'identité numérique? Aujourd'hui, si vous avez votre page Facebook, YouTube et autres, mais ça n'appartient pas à vous. Le serveur appartient à Facebook, à ses réseaux sociaux. Mais, quand vous avez votre www.voxtv.com ou .org, ça c'est votre identité numérique. Ça c'est votre identité numérique. D'où pour être membre du collectif des médias en ligne, il faudra avoir cette identité. Mais cette identité, nous allons en transmettre vos liens à chaque fois et nous avons même proposé d'abord l'autorégulation avec le Conseil supérieur de la liberté de communication et la co-régulation. Nous sommes quand même, on peut parler avec ce conseil. C'est tout cela pour dénicher un peu des soubresauts, je peux dire, excusez-moi le terme, mais un peu le braconnage au niveau de l'information. Quand vous vous aventurez en ligne, pensez que si vous vous arrêtez sur Facebook, c'est bien. Vous faites, il y a un bon contenu, vous faites votre TV, tout ça là, Facebook ou YouTube, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour que nous, au niveau du collectif, on apporte votre dossier. Nous ne sommes pas intermédiaires entre le ministère de la Communication et le Conseil supérieur, mais quand même, pour avoir du crédit, nous nous sommes rassemblés en collectif et d'ailleurs, ces autorités nous ouvrent à chaque fois leurs portes. D'où il faudrait avoir cette identité numérique-là. Avec l'autorégulation, entre nous, on s'entend, il faudrait pas franchir certaines limites. D'ailleurs, la plupart
je me dis que je suis même un des étudiants de Monsieur Yombi. La plupart ont étudié sciences et techniques de la communication. Donc ça veut dire la tâche est un peu aisée quand vous voyez la communication, la relation, la co-régulation avec les autorités. C'est cela, parce que nous avons une intégrité. Il y a des risques qu'il faut craindre. Il faut prévenir même quand on est média en ligne. Vous savez, on est source d'arnaques. À chaque fois, il y a des arnaqueurs, cybercriminalité. Mais quand vous êtes seulement sur Facebook, la pédocriminalité. Oui. Quand vous êtes seulement sur Facebook, 7 heures du temps, on savait que le serveur de Facebook avait planté. Ça veut dire que votre média n'existe plus. Il y a quelques dates, il y a quelques jours de cela, Facebook a planté pendant au moins 30 minutes. Le média n'existe plus. Mais quand vous avez votre propre identité numérique, vous avez acheté votre serveur et quand même, les autorités trouveront du crédit dans ce que vous faites. Et peut-être ils pourront vous accompagner. Voilà. Elwin Gomo, je sens que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Je l'ai vu oui. Bon, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, mais peut-être que bon, il y a quelques points que j'aimerais quand même souligner. Je comprends par exemple l'inquiétude de Monsieur Yombi sur la difficulté justement à réguler les médias en ligne, du fait que on utilise parfois des noms erronés et tout ça. Mais je pense que lorsque nous sommes en train de vouloir travailler pour la reconnaissance des médias en ligne, la presse en ligne, la presse en ligne si vous voulez, lorsqu'on veut que la situation soit régularisée, ça veut dire que les promoteurs de ces médias là ou encore de ces organes de presse vont être identifiés à la base. Et donc, si la personne est identifiée, l'inquiétude sur l'anonymat dans les procédures d'enregistrement au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication. On connaît le promoteur du média. Donc, on ne peut pas s'inquiéter que bon, comment est-ce qu'on va faire pour frapper une personne qu'on ignore? Non. Je dois rappeler que nous, dans le cadre de la plateforme Pouce, on mène peut-être un peu la même démarche, sauf que bon, chez eux c'est un collectif, donc qui dit collectif, c'est quand même une organisation avec ses règles. Eux, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels justement, avec ses règles. Nous sommes dans une démarche beaucoup plus ouverte. Donc, je rappelle qu'on a eu aussi à initier un recensement des médias en ligne. Bon, là, on en parle de 17, mais il y a un peu plus de 17 médias que nous avons eu à... Quand je parle de 17, c'est ceux qui ont une identité numérique. Mais justement, c'est ce que je dis, en fait. C'est-à-dire que c'est par rapport aux médias que vous avez reçus, justement, dans le collectif. Mais nous, dans la démarche qui est beaucoup plus ouverte, nous avons enregistré un peu plus de médias que cela. Maintenant, mais dans la catégorisation de ces médias, vous tenez compte des pages Facebook professionnelles ou encore carrément des médias professionnels. C'est là où je veux en venir. Pour l'instant, on ne peut pas exclure un tel média au profit de tel autre. On ne peut pas dire que parce que tel média n'a pas d'identité numérique, il faut l'exclure. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore un cadre réglementaire qui dit que pour être considéré comme média en ligne, voilà, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Qui définit clairement les statuts d'un média en ligne. Qui définit de façon claire qui est média en ligne et qui ne l'est pas. Ce n'est qu'au moment où nous allons avoir ce cadre-là qu'on peut dire, bon, vous ne respectez pas les critères, donc on ne peut pas vous considérer comme étant média en ligne. Mais le dire dans ce sens, c'est comme si on va exclure volontiers. Et même en termes d'identité numérique, lorsque je suis un média, je ne suis pas obligé d'utiliser le .cg. Pourquoi? C'est vrai que c'est l'identité numérique du Congo, mais je ne suis pas obligé d'utiliser le .cg. Il y a le .com, .fr. Je peux utiliser le .com. Ça n'engage que moi. J'ai quand même cette liberté. Donc, on ne peut pas dire que si vous n'utilisez pas le .cg, on ne peut pas vous considérer dans le cadre des médias en ligne. Ça n'a aucun sens. Le .com aussi est une identité numérique. Maintenant, si dans les critères qu'on va mettre en place, on dit pour quand on vous considère comme étant un média en ligne, il faut obligatoirement utiliser le .cg. Bon, là encore, on peut se dire, ok, c'est
puisque c'est parmi les critères, donc nous sommes obligés de nous soumettre. Là, c'est autre chose. Mais pour l'instant, je pense que on va un tout petit peu précipiter les choses. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons dans ce recensement pris tout le monde. Est-ce que vous pouvez citer les types de médias que vous avez enregistrés? Bon, il y en a tellement. Vous avez Focus Media, il y en a tellement que je ne peux pas avoir tous les noms en tête, mais sinon nous sommes à une 40aine de médias et c'est pourquoi nous avons voulu d'abord accepter tout le monde pour un premier temps et une fois que y compris ceux qui n'animent que les pages Facebook. Exactement. Bien que je reconnais ce que Paul Di était en train de dire tout à l'heure est très pertinent parce que on ne peut pas juste avoir une page Facebook et se considérer comme média en ligne. Et le jour que Facebook va fermer, ça veut dire que votre média aussi ferme. Bien que c'est pertinent, mais je pense qu'à ce stade, ça va être très prématuré de dire que on va écarter ceux-là, on garde cette catégorie. Je voudrais, oui, mais je suis. Non, je voudrais simplement dire à Monsieur Gomo que rassurer aussi que la volonté du régulateur, Conseil supérieur de la liberté de communication, n'est pas de restreindre la liberté de disons l'avènement des médias en ligne avec une approche liberticide. Non, je pense que tout à l'heure monsieur Oko l'a dit tout à l'heure que il y a une dynamique qui a été mise en marche entre le régulateur et les promoteurs des médias en ligne. Le président du conseil a reçu les médias en ligne. Il y a même 2 membres de ce collectif qui ont été intégrés dans la commission de l'attribution des cartes de presse. Donc cela, à mon avis, démontre la volonté du Conseil de prendre en compte les médias en ligne en tant que médias. C'est vrai, c'est des médias en ligne, mais c'est aussi des médias comme les médias classiques qui contribuent à informer le public, à l'épanouissement des citoyens, ainsi de suite. Mais je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le fait qu'il n'y ait pas une loi spécifique pour encadrer l'exercice des médias en ligne, on doit un peu le régulateur doit un peu comme se croiser les bras et laisser tous les médias en ligne. Non, je voudrais vous rappeler que le rôle du Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est de veiller à la qualité des contenus informationnels, aussi bien des médias classiques que des médias en ligne. De faire de telle sorte que ces contenus informationnels respectent les principes éthiques et déontologiques afin qu'on ait des informations objectives et une presse républicaine et véritablement responsable. Et donc, à partir du moment où les médias en ligne, quelle que soit leur nature, ils n'ont pas de point CG, point numérique, diffusent en direction du public des contenus informationnels qui ont d'une certaine manière une incidence sur du point de vue cognitif sur le public. Le Conseil doit se préoccuper de ces contenus informationnels, de leur incidence sur est-ce que ces contenus respectent les principes éthiques et déontologiques, est-ce que ces contenus correspondent, si vous voulez, sont conformes à l'idéal d'unité nationale et de cohésion. Ça, c'est des questions auxquelles le Conseil doit veiller. Et donc, absence d'une loi spécifique qui encadre les médias en ligne, c'est vrai, le législateur, j'ai expliqué pourquoi le législateur en 2001, le phénomène n'était pas encore très dans notre pays, mais je vous ai dit que en l'absence d'une loi spécifique, le Conseil travaille sur la loi cadre, la loi numéro 8 de 12 novembre 2001. Et cette loi, dans son article 172, dit quoi? Dit que le régime de responsabilité en vigueur à l'audiovisuel et à la presse, dans la presse écrite, s'applique également à l'Internet, donc aux médias en ligne. Donc vous pouvez pas dire qu'il y a... Internet c'est vague, oui, c'est un terme générique. Oui, Internet comme canal, c'est suffisant. Comme canal de diffusion. Donc pour le moment, il n'y a que cette loi-là. Mais la loi sera... je suis d'accord d'avis avec vous que la loi 2001 doit évoluer. Mais on comprend qu'au niveau du Conseil, les choses sont encore embryonnaires.
Non, je serais un peu contre cet avis. Embryonnaire. Je ne suis pas embryonnaire parce que le conseil travaille. Le conseil travaille. Ah, mais vous n'allez pas vous faire défenseur du conseil. Oh non, parce que je sais quelque chose. Embryonnaire, c'est péjoratif, madame Sarah. Ça veut dire que le conseil travaille pas, il suit pas ce qui se passe sur le terrain. Mais non, au niveau, là, je parle pas des médias traditionnels, mais des médias, de la presse en ligne. Mais le conseil est en contact avec le collectif de médias en ligne. Tout à l'heure, je viens de vous le dire, hein. Nous avons au plaidoyer, comment j'ai dit 15, il a précisé 17 médias en ligne qui travaillent en synergie, avec le conseil. Donc, le conseil n'est pas dans une situation embryonnaire, madame Sarah. Mais il faudrait souligner une chose. Vous savez, il y a un danger qui guette le pays lorsqu'on prend toute la racaille en ligne. Il faudrait qu'il y ait une sélection. Vous savez, prendre tout le monde. Il y a la règle de confidentialité, par exemple, sur Facebook. Quand vous avez 13 ans, vous pouvez ouvrir votre page. Vous pouvez avoir votre profil. À 13 ans, vous pouvez déverser déjà des informations sur le net. Alors, ayez un peu un regard sur un expatrié, un Congolais de la diaspora, peut-être quelque part. Il veut avoir les informations de son pays tombent sur cette page. Écrit par un enfant de 13 ans, parce que il a le droit quand même d'ouvrir sa page Facebook. Là, il se fait journaliste. Parce que sur Internet, aujourd'hui, tout le monde a la capacité de produire l'information. Vous pouvez produire l'information. Et on peut vous croire, même derrière votre... Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas se soucier de ce métier noble qu'on peut nous-mêmes... Là, on vous adressez à la plateforme Boost, hein. Non. Je parle aux téléspectateurs de Vox TV. Est-ce qu'on peut pas nous-mêmes s'auto-réguler avant d'attendre le régulateur pour se soucier de notre média? Sur le terrain, nous, au moins, à chaque fois, on produit des reportages, on se confronte avec les confrères de la presse traditionnelle. Je vous le dis, il y a une guerre des générations. Ce n'est pas farfelu. Ce n'est pas farfelu ce que je veux dire. Il y a une guerre des générations. Quand vous tombez sur une même activité que un journaliste de la presse traditionnelle qui est, je dis sans embâche, sans langue de bois crédible d'abord pour couvrir l'information, vous c'est après. Ah, ça intrigue. Pendant ce temps, vous avez étudié le même métier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un problème de reconnaissance des journalistes qui évoluent en ligne. Non, il y a un problème de reconnaissance parce que quand vous arrivez, votre déjà identité numérique est douteuse. On ne connaît pas d'où vous sortez. Vous n'êtes pas identifiable, on connaît pas votre siège, vous sortez d'où? Vous venez, par exemple, il y a même un terme aujourd'hui, le mobile journalisme, c'est-à-dire vous venez avec les téléphones iPhone qui filment bien, assez clair, parfois plus que certaines caméras, mais vous filmez, il y a de la bonne qualité, c'est bien beau, mais vous allez quelque part, dans un restaurant, dans un coin, vous mettez votre information en ligne, c'est bien beau, mais quelqu'un qui a tout un standing, qui vient par exemple, un journaliste de Vox TV, de dire TV et autres, je veux pas les publicités, mais qui vient sur le terrain avec son équipement. Voilà déjà l'apparence, ce qu'il donne. Mais vous venez peut-être avec, vous n'êtes sous-équipé, c'est bien beau. Je ne dis pas qu'à nos confrères, à mes confrères en ligne d'être équipés ou suréquipés, non. Mais ce qui est clair, nous devons avoir un souci. D'abord nous-mêmes dans l'autorégulation pour ce métier noble, et cela va intéresser les autorités. Quand on apportera nos dossiers, ils sauront quoi faire parce que ils voient déjà votre crédibilité. Mais si vous faites ça derrière la maison, ce n'est pas possible. La crédibilité du journaliste, évidemment, c'est en fonction des informations de qualité que vous publiez en respectant l'éthique et la déontologie professionnelle. Nous connaissons bien les pages. Nous connaissons bien les pages qui dérangent même le pays dans le sens où nous connaissons tous que les réseaux sociaux, c'est source de fake news. Ça, il faudrait le dire. On n'a pas encore employé ce terme. Ça, il faut le dire que ces réseaux sociaux sont source de fake news. Mais maintenant, vous qui avez appris le métier à l'université, par exemple, pour se démarquer de ces dénominations, de ces noms qu'on donne à tous ceux qui exercent. Faites un travail de qualité, simplement. Faites un travail de qualité. Mais le travail de qualité, il faut choisir aussi le canal par lequel passer cette information. Bon, moi, je suis souvent un peu embêté lorsqu'on accuse des outils. Parce que l'outil ne crée pas l'information. Ce sont des hommes qui créent de l'information. Donc, chercher s'il y a une mauvaise information, s'il y a une mauvaise information, on a appris en marketing les 4 P, prix, produit, place, promotion. Mais on dit parfois, le produit est moins important que la place. Qui dit la place, dans ce contexte-là, c'est le canal. Et c'est parce que vous évoluez dans des conditions assez difficiles, vous n'avez pas les moyens de vous donner l'équipement comme d'autres médias? Vous savez, avoir les moyens, c'est un problème de vision. On peut être un média en ligne. Par exemple, moi, coup de chapeau à nos confrères de Téléka, ils ont un standing que quelque part, je vois
des médias de la place, des télévisions, qui travaillaient dans, je peux dire, sous forme de studio, une cuisine. Alors, ils ont une sorte d'espace. Non, j'ai dit entre guillemets. Je connais bien certains médias, si vous voulez. On n'est pas là pour en parler, pour en dénigrer. Mais sauf que nos amis, par exemple, Téléka, Focus Média, certes, ils sont sur Facebook, certes, ils sont sur YouTube et autres. Certains n'ont pas encore d'identité numérique comme site internet, site d'actualité générale ou spécifique ou bien comment. Mais ils ont un standing et quand vous arrivez chez eux, non, c'est à respecter. Tout dépend de la vision du promoteur de son média, là où je veux emmener mon média. Donc, un problème d'équipement dépend de soi. Mais sauf que s'il s'agit de migrer, faire bien que l'on soit considéré aujourd'hui comme un média, travaillons sur notre crédibilité, soyons un site d'actualité professionnel. Je souhaiterais quand même apporter une précision. Je pense que pour éviter peut-être la confusion, quand je disais d'enregistrer tous les médias pour l'instant et de ne pas écarter les autres, ce n'est pas pour dire qu'on devrait considérer tout le monde comme média en ligne. Non, il faudrait il faudrait pas qu'on tombe justement là. Non, je ne dis pas qu'il faudrait considérer tout ce monde-là comme étant des médias en ligne. Non, parce que même lorsque nous avons fait l'enregistrement, nous-mêmes, nous avons vu par rapport aux informations que nous avons essayé de demander, vous allez voir qu'il y a des gens, par exemple, qui ignorent même leur ligne éditoriale. Il y a des gens, donc ça, c'est un vrai problème. Mais quand je dis qu'on ne peut pas écarter pour l'instant, justement, nous allons considérer médias en ligne, qui on va appeler médias en ligne. Il faudrait qu'il y ait un cadre réglementaire, bien que Monsieur Yombi est revenu sur la loi justement qu'on est en train d'exécuter jusque-là, mais il nous faut un cadre réglementaire qui dit clairement qui est reconnu comme média en ligne et qui ne l'est pas. C'est à ce stade-là que nous allons commencer à écarter certains médias et faire de sorte que ceux qui ne sont pas conformes justement puissent se mettre à niveau. Mais à ce stade, Monsieur Yombi va être d'accord avec moi qu'on ne peut pas réguler quelque chose qu'on ne contrôle pas. Si vous ne contrôlez pas le média, vous ne pouvez pas le réguler. Donc, même mon cher Paul G aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des contacts, c'est très bien, c'est bien. J'apprécie le fait qu'il y a 2 membres du collectif qui font partie justement du conseil aujourd'hui dans une commission. C'est une très bonne chose, ça montre une certaine évolution, ce qui n'existait pas hier. Ça veut dire qu'au niveau du conseil, il y a une prise en compte justement de ces questions. Maintenant, il faut qu'on évolue. Il y a un rapport que nous allons peut-être déposer dans les jours à venir au niveau du conseil, mais aussi au niveau du ministère de la Communication, pour montrer un peu l'état des lieux justement des différents médias et à quel stade chaque média se trouve. Parce que tous les médias en ligne ne se trouvent pas dans la même situation. Et voir comment est-ce que chaque média va devoir évoluer si il aimerait justement être reconnu ou être considéré comme étant un média en ligne. C'est ça, en fait, la démarche. Voilà. Voilà. Et au niveau du conseil, on tient compte, est-ce que ce sont des journalistes professionnels ou pas? Ah oui, je pense que cet aspect est fondamental. Cet aspect est fondamental parce que tout à l'heure, lorsque j'ai énuméré les critères qui fondent et valident un média en ligne, je dis évidemment il faut un projet éditorial, que le contenu corresponde à un projet éditorial. Il faut que le contenu soit un lien avec l'actualité. Il faut aussi que non seulement qu'il obéisse à l'intérêt général, mais surtout que le contenu soit rédigé, que l'écriture rédactionnelle corresponde justement à l'écriture journalistique. Donc on ne peut pas utiliser l'écriture journalistique si on n'est pas professionnel des médias. Voilà. Donc c'est ça. C'est pour éviter justement qu'on tombe sur des individus qui n'ont aucune formation professionnelle sur les sciences et techniques de la communication, qui se mettent comme ça, créer des médias en ligne et qui vont dans tous les sens. Le Conseil a eu à sanctionner comme ça des médias, je cite pas des noms, hein, des journaux. Lorsqu'on convoque le directeur de publication, quand on regarde son profil professionnel, il n'a jamais mis les pieds dans une école de journalisme. Voilà. Et donc, il connaît pas les principes éthiques et déontologiques, il connaît pas la loi. Et on sait comme un conducteur qui n'a jamais mis les pieds dans une école de conduite et qui conduit comme ça.
c'est très dangereux. J'aimerais également évoquer tout à l'heure, Monsieur Oko faisait allusion aux journalistes des médias en ligne quand ils vont en reportage, qui sont plus ou moins, qui font l'objet de mépris. Hein. Je sais pas si le terme est excessif. Bon, je pense que pour que vous soyez respecté, il faut vraiment faire preuve de professionnalisme aussi. Plus vous allez démontrer par la qualité rédactionnelle de vos contenus, tenir compte de manière objective dans la relation des faits, et plus, je pense, vous ferez la différence avec tout ce qui a trait aux fake news. Je pense aussi que les médias en ligne sont victimes comment je vais dire ça, ils sont victimes il y a certains qui pensent que tous les médias en ligne sont des médias qu'on qualifie de fake news, qui diffusent des fake news. Donc, il faut essayer de faire cette différence-là entre les médias en ligne gérés par des professionnels, avec des faits qui sont des faits traités journalistiquement et qui sont mis à la disposition du public, et des fake news, hein, qui sont des sites où on fait qu'injurier, dénigrer, diffamer des gens. Voilà, il faut, c'est donc la qualité rédactionnelle dans votre travail qui va permettre que vous vous identifiez et vous faisiez, voilà. Donc je pense que c'est ça le travail à faire. Voilà, Paul Diouf-Assandé, on est pratiquement à la fin de l'émission. On a évoqué en dernier lieu les problèmes d'éthique et de déontologie professionnelle. Mais aujourd'hui, le journaliste, c'est une science carrefour qui prend tout. Un juriste peut venir pour pratiquer le métier du journaliste et il peut apprendre l'éthique et la déontologie professionnelle. Il y a un membre du collectif Panoramique Actu. Il a fait droit, il n'a pas fait journalisme, mais il a un site internet, site d'actualité, qui est membre du collectif, mais qui travaille, qui produit un travail de qualité. C'est cela. En fait, c'est beaucoup plus c'est la spécificité là de ce compte qui sera une valeur ajoutée dans le journalisme. Quelqu'un qui a fait droit, qui tombe dans le journalisme, et un journaliste qui n'a appris que le journalisme à l'école, mais les questions de droit, vous connaissez qu'il aura plus d'éléments, plus de, en fait, le jargon même pour débattre de quoi que ce soit. Certes, le journaliste, c'est toujours quelqu'un qui a toujours ses états, il saura comment placer le mot, mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas exclusifs. Tous ceux qui font bien, mais l'essentiel d'avoir une identité numérique qui nous permettant en fait, c'est un travail, pas rien que pour le collectif, mais c'est un travail pour tout le monde. On trace un chemin, c'est une feuille de route pour dire aux autorités. Vous pouvez m'excuser, il y a même de ces autorités qui n'arrivent pas à saisir la différence entre réseaux sociaux et sites d'actualité. Je prends l'exemple même au niveau du conseil, le titre 4, quand il y avait assise de la presse. Le titre 4, on a dit le titre 4, réseaux sociaux. L'intitulé, ça devait pas être réseaux sociaux, ça devait être presse en ligne. Parce que réseaux sociaux, presse en ligne, vous voyez un peu cette différence. Oui. C'est différent. On parle de plus en plus de médias sociaux. Donc vous comprenez un peu l'argumentaire. Dans le sens où nous, on apporte des éléments tangibles pour aider nos autorités à mieux se saisir. Le régulateur à mieux se saisir de la situation et savoir comment y mettre la main. Puisque vous avez les deux autres vont dire un petit mot pour terminer. On est pratiquement à la fin rapidement, Elvin Gomo. Pour moi, je pense que le plus grand travail, ça va se faire au niveau de la compréhension des enjeux. Parce que lorsqu'on ne comprend pas aussi trop bien la chose, c'est difficile justement de pouvoir faire de sorte que les choses s'accélèrent, faire de choses que les choses avancent. Donc, il faudrait prendre le temps justement de comprendre. Et quand chaque révolution arrive justement, on tombe toujours dans ce type de débat. C'était la même chose lorsque la radio est arrivée. Il faut dire que Internet lorsque la liberté, l'indépendance des journalistes, effectivement, a créé des lanceurs. Lorsque la télé est arrivée aussi, il y avait des gens qui étaient accros à la radio. Ils se sont dit bon, ça c'est quoi encore qui arrive? Et c'est la même chose aujourd'hui avec Internet. Ça va prendre le temps. Il y a des gens qui comprennent déjà, d'autres qui comprendront après. Mais on n'est plus à l'heure où il faut continuer à attendre. Il y a des sachants qui sont là, qui peuvent aider dans des conseils, et il faut qu'on avance justement. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y a pas que les fake news, il y a aussi les lanceurs d'alerte aujourd'hui, les lanceurs d'alerte. Et là aussi, il faut préciser qu'il n'y a que le contenu qui peut combattre le contenu. Je le dis toujours. Lorsque il n'y a pas assez de gens qui nous proposent de l'information vraie,
mais c'est l'information fausse qui Voilà, domine. la source aussi. Voilà. Alors, Il y a des sources Godefroy aussi, Yombi, nous allons terminer avec vous, membre du Conseil supérieur de la liberté de communication. Un dernier mot rapidement pour terminer. Non, mais merci beaucoup. Moi, je pense que l'avènement des médias en ligne est une très bonne chose pour la liberté de la presse dans notre pays. Ces médias en ligne qui... Bien que le Conseil est un peu débordé avec... Non, pas débordé. Madame Sarah a toute tendance de faire des pics, hein. Non, le Conseil n'est pas débordé. Une chose parce que ça correspond justement à la convergence entre l'informatique, l'audiovisuel et les télécommunications. Ça dénote également que il y a un véritable foisonnement dans le paysage médiatique dans notre pays. Le Conseil s'en félicite, d'autant que nous sommes dans une civilisation, on va dire, de civilisation du numérique, où tout le monde ne suit plus les médias classiques, avec la dématérialisation sur le téléphone, ainsi de suite, sur les tablettes. Les médias en ligne ont un spectre beaucoup plus large que les médias classiques. Et donc c'est une bonne chose. Le Conseil en tout cas s'en félicite et le Conseil travaille de concert avec le collectif des médias en ligne pour faire de et la plateforme Boost. Oui, tout à fait aussi. Monsieur Elvin, qui est très connu parce que très actif aussi. Voilà. Alors, en tout cas, merci à vous trois, Dr Godefroy Yombi, enseignant à l'université Marine-Ngouabi, au département des sciences et techniques, de la communication, de la communication de l'université Marine-Ngouabi, membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, Elwin Gomo, manager de la plateforme Boost, et Polisi Oko-Asande, journaliste web et membre du collectif des médias en ligne du Congo. Merci à vous trois d'avoir pris part à ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Restez avec nous, car l'information reste en continu sur Vox TV.